Alors, quel traitement, quelle prise en charge pour des patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil? Nous allons voir ici, dans cette courte vidéo, les traitements classiques, ceux qui sont habituellement recommandés par nos confrères pneumologues et qui prennent en charge des patients qui présentent un SAOS. Euh, Bien évidemment, la première, le traitement, le premier traitement, celui qui est le plus, qui fait preuve du plus grand nombre de bon sens, c'est bien sûr les règles hygiéno-diététiques. Un patient qui est en surpoids, il est toujours utile de lui dire de maigrir, euh, puisque nous avons vu que l'obésité pouvait être un facteur de risque d'apparition du SAOS. Néanmoins, euh, il est difficile en même temps de dire à un patient de maigrir s'il présente une apnée, car c'est aussi l'apnée qui est responsable de son surpoids. Et il est excessivement compliqué pour un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil de maigrir, pour des raisons qui sont assez évidentes. Imaginez que vous ne dormiez pas la nuit, vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, que vous vous réveillez fatigué. La première chose sur laquelle vous vous ruez, c'est votre frigo pour compenser un petit peu cet état de fatigue. Euh, le sport, même pas en parler, parce qu'on dit que l'apnée obstructive du sommeil est une pathologie de nuit du sommeil, mais ce n'est pas tout à fait exact. Si les voies aériennes sont rétrécies, que le patient ne dort pas bien la nuit, il est évident que votre patient ne va pas faire un marathon, qui ne va pas monter les escaliers facilement. Donc il aura tendance à prendre l'ascenseur, à prendre sa voiture, à ne pas faire d'activité sportive. Ça, c'est assez fréquent et assez habituel lorsque j'interroge mes patients qui viennent me voir pour une apnée obstructive du sommeil. Mais néanmoins, les règles hygiéno-diététiques sont importantes. Il faut avoir un mode de vie sain pour compenser les facteurs de risque liés à cette apnée. Limiter la consommation d'alcool, arrêter de fumer dans la mesure du possible, des règles de bon sens. Certaines apnées sont plus fréquentes sur une position allongée, donc il existe des systèmes qui permettent d'obliger le patient à dormir sur le côté. Bon, c'est bien, je veux dire, pourquoi pas, mais vous pensez bien que ce n'est pas de cette façon qu'on va permettre à un patient de se soulager durablement sur le long terme. Le traitement qui est le plus fréquemment proposé, c'est ce qu'on appelle la PPC, c'est-à-dire une ventilation à pression positive. Le but est d'augmenter par ce moyen le volume des voies aériennes en insufflant de l'air de façon positive au cours de la nuit, pendant la nuit de sommeil. C'est une technique qui marche excessivement bien et qui l'on peut considérer comme un traitement d'urgence pour un patient qui présente une apnée obstructive du sommeil. Car si votre patient est fatigué, s'il ne se sent pas bien le matin, le fait de pouvoir dormir sans apnée avec une PPC va lui permettre, dans l'immense majorité des cas, de retrouver une certaine, je dirais, un certain confort de vie dans la journée. C'est une prise en charge thérapeutique qui peut permettre de diminuer la tension artérielle et il semblerait que les nuits soient mieux structurées, que l'on retrouve une certaine physiologie de sommeil. Ça, ce sont les côtés positifs. Donc, un traitement en urgence que l'on peut mettre en route rapidement sur un patient qui est fatigué, qui présente des symptômes sur son apnée obstructive du sommeil. Une diminution a priori sur le court terme de la tension artérielle. Donc, c'est très positif. C'est la première chose qu'il faut proposer à son patient. Néanmoins, cela mérite un certain nombre de réflexions et d'interrogations.
C'est un traitement qui, pour être efficace, doit être conduit tous les jours, sans exception, toute la vie. Est-ce qu'il est raisonnable de proposer à un patient qui a 20 ans, 30 ans, bon, je dirais même, j'ai 55 ans, je ne me vois mal vivre avec une machine si je présentais une apnée obstructive du sommeil toute ma vie, pour diverses raisons, parce que ça casse un tout petit peu l'image que l'on peut avoir de soi. C'est difficile, on ne peut pas partir en voyage simplement, s'il y a une peine de courant, c'est compliqué. Euh, c'est premier série d'arguments qui me font penser que, bon, on peut réfléchir à d'autres prises en charge thérapeutiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce qui veut dire qu'il faut le faire en urgence, le proposer au patient et lui donner des alternatives sur le moyen ou long terme. Et puis, la PPC présente aussi un certain nombre d'effets secondaires. Vous avez des patients qui se plaignent d'avoir des œdèmes au niveau des paupières, des marques faciales, qui se plaignent d'avoir des saignements du nez. Un certain nombre de patients peuvent se plaindre d'avoir, et d'ailleurs arrêtent leur PPC à cause de cela, d'avoir des sinusites de façon récurrente. Ce qui fait que sur le moyen terme, les patients ne sont plus très assidus sur le port de leur machine. Et pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment qu'elle soit portée plus de 4 heures par jour, tous les jours. Il y a bien sûr, vous le comprenez bien, aussi un problème d'intimité par rapport à votre partenaire, si vous êtes avec une PPC. Mais il y a aussi deux autres questions qu'il faut se poser, car si en définitive ce traitement était efficace sur le long terme, en termes d'espérance de vie, de facteurs de risque, en supprimant les facteurs de risque cardiovasculaires, ce serait une très bonne alternative. Or, l'Agence fédérale américaine qui est chargée d'améliorer la sécurité et la qualité des soins dans le domaine de la santé aux États-Unis a montré que la PPC ne modifiait pas les facteurs de risque cardiovasculaire sur le long terme. Et ces recommandations de l'Agence fédérale américaine a été confirmée au préalable, je crois que c'était en 2016, par une étude multicentrique qui a été publiée dans The New England Journal of Medicine, et qui a montré qu'il n'y avait pas de modification des facteurs de risque cardiovasculaire sur le moyen ou long terme, et que l'espérance de vie n'était pas modifiée, que le patient ait ou non une prise en charge thérapeutique avec une PPC. Ça pose des questions. À l'heure actuelle, en France, on recommande en première intention la PPC, qui est un traitement symptomatique, c'est très bien, mais en aucun cas on peut parler de guérison, et a fortiori chez un patient qui est jeune ou qui se sent jeune. On peut avoir 70 ans et être jeune. Donc il faut y réfléchir, et c'est pour ça que nous le verrons dans une autre vidéo. Il faut aussi proposer à nos patients des alternatives, et en particulier la possibilité d'une guérison. C'est quand même, si on peut, mieux. La PPC est recommandée pour des patients qui présentent, qui sont gênés, je veux dire, c'est surtout qui ont une gênée, c'est-à-dire qui ont un retentissement diurne, et donc très souvent une apnée obstructive du sommeil sévère. Si le patient est une apnée modérée, légère, on peut lui proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, l'orthèse, vous connaissez le principe, on va provoquer pendant la nuit une propulsion mandibulaire. C'est une prise en charge thérapeutique qui marche relativement bien, qui est moins efficace néanmoins que la PPC, et donc que l'on va utiliser préférentiellement pour des patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil légère, voire modérée.
Néanmoins, elle présente un certain nombre d'inconvénients qui sont assez importants. D'une part, il faut éliminer les contre-indications à cette prise en charge. Vous pensez bien qu'un patient assez âgé qui n'a pas beaucoup de dents ou des piliers dentaires solides, bon, bah, ça va être un petit peu compliqué d'aller propulser la mandibule par un appareillage, par le biais d'une orthèse. On a des patients qui décrivent des fractures dentaires, des pertes dentaires. Il y a aussi des douleurs musculaires qui sont décrites par des patients, des douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire, certes, surtout au début du traitement, mais c'est quand même peut être difficile à accepter par les patients. Mais surtout, euh, l'orthèse d'avancée mandibulaire va également, et c'est logique, provoquer des mobilisations dento-alvéolaires, avec une palatoversion des dents des incisives du haut, une vestibuloversion des axes incisivaux canins du bas. Et c'est ce qui explique vraisemblablement le fait qu'après 10 ans, 15 ans d'utilisation continue de l'orthèse d'avancée mandibulaire, celle-ci n'est plus efficace. Et non seulement elle est plus efficace, mais elle a dégradé l'articulé dentaire. Donc si vous avez un patient qui est jeune, qui a eu la chance de bénéficier d'un traitement orthodontique, qui s'est retrouvé avant son traitement en classe 1 dentaire, il se retrouve assez rapidement en classe 3 dentaire. Ça pose un problème. Avec des dents qui se mettent à bouger, puisque dès qu'il n'y a plus de stabilité occlusale, les dents ne font que bouger et ça peut compromettre bien évidemment le parodonte, la stabilité dentaire sur le long terme, et de toute façon après ce n'est plus efficace. Et comme pour la PPC, l'orthèse d'avancée mandibulaire n'a pas fait la preuve de son efficacité sur l'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire sur le long terme. Ce qui ne veut pas dire que ça ne diminue pas la tension artérielle sur le court terme, les études le montrent, mais sur le long terme, aucune étude n'a montré que ça fonctionnait. Ce sont donc les deux traitements qui sont recommandés à l'heure actuelle, et ce qui est tout de même assez paradoxal, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la possibilité de guérison avec des techniques qui sont relativement simples, certes orthodontico-chirurgicales, mais simples, qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui sont utilisées de façon courante depuis les années 70-80, et qui consistent en la chirurgie orthodontique, et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Voilà.